Ça me fait replonger 40 ans en arrière. Réponse claire et nette, non. La liberté de la presse, elle est en régression aujourd'hui. Bonjour. Johannesburg. Ça me fait replonger 40 ans en arrière. Je suis arrivé en Afrique du Sud en 1976, le 1er juin 1976. Et le 16 juin 1976, ça a été le soulèvement de Soweto, qui a été le début de la fin de l'apartheid 15 ans plus tard. Mandela a été libéré 15 ans plus tard et c'était à ce moment-là. Ça m'a fait plonger dans le bain en 5 minutes, c'est-à-dire que j'étais encore à l'hôtel, je ne m'étais même pas installé, je ne connaissais rien à rien. Et quand Soweto a explosé, ça a été 3 mois non-stop avec des centaines de morts, avec une vraie crise politique mondiale, etc. autour de ce qui se passait en Afrique du Sud. Et donc ça a été une expérience absolument incroyable, à la fois humaine, parce que l'apartheid c'était un choc, même quand on avait intellectuellement la connaissance de ce que c'était de le vivre, c'était ce racisme institutionnel à l'échelle de tout un pays, c'était un vrai choc humain. Et puis professionnellement, ça a été une expérience absolument formidable. Mon journal pendant 26 ans, Libération. Et en fait, pour l'anecdote, j'étais à l'AFP et Libération s'était arrêté pendant 3 mois, et fin 80, début 81, parce qu'il y avait eu une crise à l'intérieur du journal entre ceux qui voulaient professionnaliser Libération et ceux qui voulaient lui garder un caractère militant. Et moi, je m'étais mis comme condition dans ma tête que Mitterrand gagne les élections. Et donc, quand Mitterrand a gagné l'élection, je me suis dit, ok, j'y vais, je saute le pas. Donc j'ai quitté l'AFP pour rentrer à Libération. Celle du mariage du prince Charles et de Diana, elle est, vous voyez, imaginez faire une comme ça aujourd'hui. C'est juste invraisemblable à tout point de vue d'avoir une comme ça aujourd'hui. Mais voilà, Libération osée. Et ce qui est dingue, moi, ce qui me surprend toujours, j'ai quitté Libération il y a longtemps maintenant, en 2007, et la une reste un lieu, voilà, ça reste une affiche, ça reste hyper travaillé, et donc c'est bien que cette tradition soit préservée. Jia Zhangke, cinéaste chinois, absolument formidable. Donc j'étais correspondant à Pékin de 2000 à 2006, et moi mon plus beau souvenir avec lui, parce que je l'ai interviewé plusieurs fois, mais on avait fait une série d'articles dans Libération sur des cinéastes et leurs villes. J'avais passé donc une journée avec lui et il m'avait emmené dans 3 endroits. Le premier, c'était formidable, c'était son dealer de DVD pirates. C'est grâce à ça qu'il avait fait sa culture cinématographique. Le deuxième lieu où il m'avait emmené, c'était un bar qui avait des petits salons derrière, privés. Et c'est là qu'on pouvait voir les films interdits. Le troisième endroit où il m'avait emmené, c'était une sorte de soupe populaire qui était installé dans un parking où il y avait des énormes marmites où on pouvait manger prendre le plat dont tout le monde rêvait à l'époque à Pékin, qui étaient des soupes de poisson hyper épicées venant du Sichuan. Voilà, c'était mes trois lieux avec Jia Zhangke. Et je lui ai dit, d'ailleurs, à ce moment-là, je lui ai dit, mais dans l'avenir, si en France quelqu'un veut savoir ce qui se passe en 2024, il va à l'INA et il a les archives des journaux télévisés de l'époque. Voilà. En Chine, ça ne marche pas, ça. Parce que les journaux télévisés ne donnent qu'une partie officielle de l'actualité. Si on veut savoir ce qui se passait dans les années 2000 en Chine, il faut voir les films de Jia Zhangke ou ceux de Wang Bing, qui est un grand documentariste aussi. Et voilà, donc c'est un très beau personnage. Et en rentrant à Libération, nous étions passionnés par la révolution Internet. Nous avons quitté Libération, nous avons fondé Rue 89. Et Pierre est devenu le président. Alors pourquoi ? Parce que à Libération, tout le monde l'appelait Sa Majesté.
Et donc, il nous semblait naturel qu'il fût le président de Rue 89. Il a assumé cette tâche avec brio. Merci Pascal Richet, donc cofondateur de Rue 89 et vieil ami de Libération. Et en fait, on était ensemble correspondants. Lui était à Washington, moi j'étais à Pékin. Et c'est à notre tour de poste que l'idée de Rue 89 a germé. Et donc on a eu l'idée de ce site participatif, interactif. Alors tout ça paraît banal aujourd'hui, mais c'était les débuts de ce qu'on a appelé le Web 2.0. On m'appelait Majesté parce que j'étais à un moment président de la Société des journalistes de Libération, enfin, et j'avais été réélu avec 100% des voix, et donc on m'avait appelé Majesté à l'époque. Et ce qu'il dit pas, parce qu'il est gentil, c'est que je suis devenu président parce que j'étais le plus vieux de la bande. Quand on a créé la société, c'était drôle parce que l'avocat qui nous a fait les statuts, il nous a dit, ouais, vous êtes, on était 4, il y avait aussi Arnaud Aubron qui nous avait rejoint. Il nous avait dit, vous êtes des amis. Il y a 3 chances sur 4 que vous ne soyez plus amis à la fin de cette aventure. Mais il se trouve que Laurent Mauriac, Pascal et moi, on reste très proches, on reste amis. « 7 octobre, c'est un événement qui me parle moi particulièrement parce que j'ai été correspondant en Israël, j'ai été de 93 à 95, j'étais là-bas au moment des accords d'Oslo, donc un moment où il y a eu la seule vraie tentative de faire la paix entre Israéliens et Palestiniens. Et quand je suis arrivé, il y avait un article dans la presse locale qui disait c'est le blues des correspondants étrangers, il se passe plus rien dans cette région, CNN réduit ses effectifs, un tel s'en va, etc. Et moi je me disais mais qu'est-ce que je suis venu faire là, je suis venu m'enterrer dans cet endroit, etc. Et un mois plus tard, il y avait la poignée de main Rabin Arafat sur la pelouse de la Maison Blanche, 13 septembre 93, et un tournant historique. Et cette photo de la Maison Blanche, c'est une des grandes photos du XXe siècle, cette poignée de main. Disons qu'il y avait une sorte de consensus international qui était de dire voilà, la question palestinienne, elle est réglée, elle n'existe plus. Et à tel point d'ailleurs qu'un certain nombre de pays arabes ont renoué des relations avec Israël, comme les Émirats arabes unis ou le Maroc, sans se soucier des Palestiniens. Et moi je viens de publier un livre sur le sujet qui s'appelle Une terre doublement promise, dans lequel je reprends une partie de mes articles des 40 dernières années sur cette région. Et en particulier, quelques chroniques que j'ai faites sur France Inter ou dans l'Obs depuis le 1er janvier 2023, avant le 7 octobre. Et toutes ces chroniques, quand je les ai relues, j'ai eu un choc parce que elles se terminaient toutes en disant, en gros, on va dans le mur, il va y avoir un drame. Alors je m'attendais pas à celui-là. Moi je m'attendais plutôt à une 3e intifada, c'est-à-dire une explosion en Cisjordanie, parce que c'est là qu'il y avait le maximum de pression avec les colons, etc. Mais en tout cas, toute personne qui connaissait un peu cette région et qui suivait de près savait qu'on était dans un sorte de chemin vers la collision, vers une catastrophe, d'une manière ou d'une autre. Et puis elle a pris cette forme absolument tragique. Vous pouvez venir si vous... Oui, vous êtes... moi je suis prêt. Bonjour. Bonjour. Alors, ça aide. Je pense que ça aide beaucoup. En tout cas, moi je sais que j'ai du mal à parler de manière abstraite de quelque chose que je n'ai pas senti. Et moi ça m'aide d'avoir foulé aux pieds les terrains dont je parle. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le Mali, j'y suis allé, mais des dizaines de fois, peut-être 15 fois, 20 fois, je sais pas. J'en parle, ça veut pas dire que je comprends ce qui s'y passe aujourd'hui, mais j'ai besoin d'avoir les sensations du terrain, les sensations humaines, les sensations historiques et géographiques pour pouvoir analyser ce qui se passe aujourd'hui.
Moi, j'ai jamais planifié de carrière. Je me suis pas dit, je vais d'abord en Afrique, ensuite au Moyen-Orient et ensuite en Chine. Ça a été beaucoup des accidents de parcours et des accidents heureux ou des bifurcations imprévues. Il y a eu des enchaînements qui ont fait que j'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient, en Europe, en Asie. Et l'Amérique latine a été voilà, mon parent pauvre géographique. Alors je pense qu'il y a d'abord, comme toujours, une histoire personnelle. C'est-à-dire, moi je suis né en Tunisie, donc j'ai vécu dans un environnement non français et donc je pense que ça m'a marqué en termes d'intérêt pour d'autres environnements et d'autres cultures. Quand j'ai passé mon bac, mes parents avaient divorcé et ma mère me dit je vais me remarier. Donc, premier choc pour un ado. Donc tu vas rester seul à Paris parce que je vais suivre mon mari en Tanzanie. Et donc cet été-là, je vais donc la voir en Tanzanie. J'étais à Zanzibar et il venait d'y avoir un coup d'État à Zanzibar et le dictateur local avait été renversé. Et moi j'avais passé plusieurs jours de suite et les gens m'invitaient à prendre des cafés parce qu'ils me reconnaissaient dans la rue, les commerçants, etc. Parce que la plupart des touristes passaient quelques heures et repartaient. Moi, j'avais décidé d'y rester un moment. Et j'entendais leurs histoires. Ils me racontaient tous des histoires du passé. Et je me suis dit, mais c'est ça le journalisme, c'est recueillir des histoires invraisemblables et d'en faire un récit et de donner du sens à tout ça. C'est vrai que l'attaque du Hamas le 7 octobre a complètement dominé et saturé l'actualité pendant plusieurs semaines et sans doute au plus grand plaisir de Poutine puisqu'on ne parlait plus de l'Ukraine. Et je trouve ça très gênant parce qu'il y a des choses fondamentales qui peuvent se passer dans d'autres parties du monde dont on ne parle pas. Et tout d'un coup, on va se réveiller un jour en apprenant qu'il y a une crise majeure ou qu'il y a un changement politique dans une autre partie du monde dont on n'aura absolument aucune idée parce qu'on ne l'a pas suivi. Réponse claire et nette, non. Et en fait, le nombre de journalistes tués n'est pas forcément un très bon baromètre parce que il peut y avoir des tas d'atteintes à la liberté de la presse sans que des journalistes soient tués. Et en plus, il y a tout le cas de ce qui se passe à Gaza qui fausse complètement ce chiffre. La liberté de la presse, elle est en régression aujourd'hui, partout. C'est incontestable. À la fois pour des raisons politiques, donc la démocratie et les libertés sont en régression. Pour des raisons économiques, la crise de la presse fait que les entreprises de presse sont de plus en plus fragiles. Et la troisième, c'est aussi la transformation technologique, la transformation de l'action politique et la transformation de la guerre, tout simplement. Le cas de Gaza est évidemment très particulier parce que aucun journaliste étranger n'est autorisé à l'intérieur de Gaza. Il y a une journaliste de CNN, Clarissa Ward, qui a fait une incursion et c'est un cas unique. Tout ça a commencé en 2009 avec l'Iran, la révolution verte en Iran. Il y a eu l'expulsion de tous les journalistes étrangers d'Iran. Et donc du jour au lendemain, on a été privé d'informations et tout d'un coup, on a continué à avoir des informations qui arrivaient par des citoyens iraniens qui utilisaient les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de magie qui s'est créée, où on a cru qu'il suffisait de suivre des citoyens pour savoir ce qui s'y passait. Après, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué, qu'il fallait faire un travail de vérification. Quand je travaille sur une région, j'identifie des comptes qui sont très actifs sur cette région. Et ensuite, je les suis sur la durée et je recoupe leurs informations et j'établis une sorte de liste, mon top 10 de sources crédibles qui, en tout cas sur une certaine durée, se sont révélées fiables. Alors, je pense que l'histoire est fondamentale pour faire du journalisme. Moi, j'ai passé ma vie à tomber sur des situations dans lesquelles
il fallait passer par l'histoire pour comprendre ce qui était en train de se jouer. Le 7 octobre a fait remonter à la surface des vieux traumatismes historiques. Les Israéliens se sont mis à parler de pogrom et les Palestiniens de leur côté, on a eu le sentiment de vivre une nouvelle Nakba. La Nakba, c'est l'expulsion des Palestiniens en 1948. L'histoire, elle est ancrée dans toutes les têtes, ces traumatismes, ces bons et ces mauvais côtés. Et dès qu'il y a une période de crise, ça remonte à la surface. Et si on ne comprend pas cette dimension-là, on ne comprend rien à ce qui est en train de se jouer. Le jour où Ben Ali est tombé, donc le 14 janvier 2011, j'étais sur le plateau de iTélé, l'ancêtre de CNews, et on arrive sur le plateau, on était en train de commenter cette actualité, et la jeune femme tunisienne qui était sur le plateau avec moi avait son téléphone portable sur la table, et elle n'arrêtait pas de regarder, etc. Et le journaliste lui demande à un moment, en disant, mais hors antenne, heureusement, il lui dit, mais arrêtez de regarder votre téléphone portable, on reprend l'antenne, etc. Et c'était un moment assez étonnant, cette incompréhension du journaliste face à la jeune femme. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne se passerait pas comme ça, parce qu'on a compris dans tous les médias, dans toutes les formes de médias, que l'actualité, elle commence sur ces réseaux sociaux. C'est un moment que j'ai trouvé très, très révélateur du décalage entre vieux médias et nouveaux médias. Et je me souviens d'un débat auquel je participais avec le rédacteur en chef du site d'un autre média qui disait, voilà, aujourd'hui, avec un expert de Sciences Po et Twitter, on n'a plus besoin d'autre chose pour comprendre une crise internationale. Mais je pense qu'on aura toujours besoin d'une présence humaine sur place. La forme la plus accomplie pour couvrir une situation internationale, c'est le correspondant. Parce que le correspondant, il s'immerge dans le réel d'un pays. Le travail du correspondant, et hélas la position de correspondant a été beaucoup fragilisée par les problèmes économiques des organisations de presse, ça serait une régression totale qu'un jour on n'ait plus cette présence humaine sur place, que ce soit comme envoyé spécial sur le long terme ou comme correspondant. Merci beaucoup Pierre Aski. Merci. Je vous invite à prendre la manette à côté de vous, on a une petite surprise pour vous. Oh là là. Et à l'ouvrir. Ah, elle est légère. Bon, c'est... Contre toute attente, oui. Comment ça s'ouvre? Normalement, c'est ici. Ouais, Voilà. Oh. C'est quelle année ça? Ah, c'est mon anniversaire. Oh, merci. C'est très joli. Merci beaucoup pour ce cadeau. Ah oui, ça me plaît beaucoup.